Sur Savoie News, nous recevons aujourd'hui le sénateur de la Savoie, Cédric Vial. Bonjour Cédric Vial. Bonjour. Meilleurs vœux, il est encore temps. Oui, merci, tous mes vœux également. Ensemble, on va parler d'un certain nombre de sujets et d'actions que vous avez menés en 2022 et que vous avez continué de mener en 2023. L'accompagnement des enfants en situation de handicap, la montagne, le projet de loi de finances. On reviendra aussi sur le via Saint-Clac et quelques autres sujets comme le Lyon-Turin ou encore l'aménagement du territoire et la politique de l'eau qui est fort importante pour notre Savoie et pour l'ensemble de l'Hexagone. Tout de suite, on attaque avec l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Ça, c'est votre combat. 400 000 enfants concernés. Oui, un peu plus de 400 000 enfants, un peu plus de 100 000 accompagnateurs, c'est-à-dire qu'on appelle AESH, c'est-à-dire que c'est le deuxième métier de l'éducation nationale après les enseignants. C'est un métier qui devient important. Et il y a un certain nombre de difficultés qui sont liées notamment à un changement de responsabilité, une décision du Conseil d'État qui imposait de séparer l'accompagnement entre le temps scolaire et le temps périscolaire et qui en confiait notamment la responsabilité, qui l'a transférée de l'État aux collectivités. Ça a posé un grand nombre de problèmes à la rentrée pour recruter du personnel, pour les collectivités, pour les former et donc pour accompagner ces enfants. Donc l'État reprend la main? Non, l'État s'est plutôt désengagé, encore une fois, au profit des collectivités en leur demandant de payer. Ça, c'est une première chose, mais surtout en leur confiant la responsabilité de recruter sur des temps d'une heure. Finalement. Et ça a posé un grand nombre de difficultés. Je me suis beaucoup battu, presque jusqu'au harcèlement auprès du gouvernement, pour essayer d'obtenir que l'État reprenne la main justement sur le recrutement, la formation de ces personnels et leur affectation. Les maires, ils ne savent pas forcément quels sont les besoins de tel ou tel enfant. C'est spécifique comme métier, c'est évidemment. spécifique, il y a besoin d'avoir accès aux dossiers médicaux, etc. L'enjeu principal, je pense qu'on avait un peu perdu de vue, c'est le bien-être et la réussite scolaire de l'enfant en situation de handicap. Et donc, c'est de remettre l'enfant au système plutôt que le temps, et qu'on ne saucissonne pas le temps d'accompagnement en fonction, c'est l'école, c'est la cantine, etc., mais qu'on parte vraiment de l'enfant. On a obtenu une victoire parce qu'il y a une circulaire qui est sortie un peu sous la pression par le ministre début janvier, qui permet de refaire un contrat unique à ces AESH. Et je pense que ça va simplifier l'organisation pour les collectivités et pour l'État. Ça, c'est la première chose. On a aussi voté une proposition de loi sur laquelle je me suis un peu investi au mois de décembre pour limiter la précarité de ces AESH et donc permettre notamment leur CDIsation plus rapidement. Il va y avoir d'autres étapes qui sont maintenant de structurer un peu ce métier, d'en faire un vrai métier. Avec une formation initiale, une formation continue, avec un statut, avec des missions, avec des temps de travail qui soient moins précaires aujourd'hui. Et ça, il va y avoir des chantiers qui vont être lancés à partir du printemps. Mission flash. Et puis une mission flash au nom du Sénat, où je vais mener une mission qu'on va lancer probablement début mars, qui va permettre là aussi de faire encore le diagnostic de la situation et de faire des propositions pour essayer d'améliorer la situation à la fois des personnels, je vous dis plus de 100 000 personnels concernés à AESH, mais aussi et surtout, j'allais dire, des enfants et de leurs familles. Encore une fois, on ne perd pas de vue que l'enjeu, c'est la réussite de l'inclusion scolaire de ces enfants, la réussite scolaire de ces enfants. Deuxième sujet que nous allons aborder, c'est la montagne. Alors, vous travaillez bien sûr avec l'association des maires de montagne au quotidien et aussi avec le domaine ski Alpes de France. La priorité, c'est la réforme touristique pour certaines stations qui ont besoin d'être reclassées. Oui. Il y a une réforme du classement, ce qu'on appelle des communes touristiques, qui a été faite et qui a changé un certain nombre de critères. Notamment, ils ont introduit l'obligation d'avoir une pharmacie sur la commune. Quand on sait que pour installer une pharmacie, on n'a pas le droit d'en installer aujourd'hui dans une commune de moins de 2500 habitants. C'est-à-dire qu'on a coincé un certain nombre de communes en leur disant « vous n'avez pas de pharmacie, vous n'avez pas le droit d'en créer ». Et vous allez donc perdre votre statut de station touristique. Et ça touche toute la France, des stations en Savoie, évidemment, comme Valménier, les Carélis, qui peuvent perdre ce statut, par exemple, mais aussi des communes comme Rocamadour, comme les Baux-de-Provence, qui demain, avec cette réforme, ne seraient plus considérées comme communes touristiques, alors qu'elles sont parmi les communes les plus touristiques de France. Donc, on se bat pour faire changer ce critère. On va parler des forfaits spéciaux parce qu'il faut que les locaux puissent aller faire du ski pour continuer à vivre en montagne et à développer la montagne. Ça, c'est un sujet qui fait consensus politiquement, mais qui est difficile juridiquement. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une situation qui perdure depuis 40 ans, qui permet aux gens qui habitent dans ces stations de bénéficier de tarifs spéciaux sur leur forfait. Ça permet, vous l'avez dit, qu'ils apprennent la montagne.
demain, c'est ce qui leur permettra d'être pisteurs, d'être moniteurs de ski, d'avoir un métier en lien avec la montagne et d'y rester, de rester des habitants permanents. Pour notre économie aussi. C'est un enjeu majeur. Et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs cette économie touristique en montagne, pour garder des gens présents en montagne. Et quels que soient leurs moyens, il faut qu'on permette à tout le monde de pouvoir accéder à ces métiers et d'y rester. Ça passe par ces forfaits spéciaux. Tout le monde est d'accord avec ça, sauf que juridiquement, aujourd'hui, il y a un obstacle qui fait que c'est maintenant interdit. Pour travailler les lignes du dossier, alors. Donc là, on y travaille avec mes collègues parlementaires, avec le Sénat, le service juridique, pour essayer de trouver les voies de passage juridiques pour essayer de revenir sur ce sujet. On parle des passoires thermiques. Là, il y a des logements qui ont besoin d'un bon coup de neuf et qui sont inoccupés aujourd'hui. Et il y a la loi climat-résilience qui... aujourd'hui interdit de louer ce qu'on appelle les passoires thermiques qui sont classées F ou G, par exemple. On a un sujet particulier en montagne, puisqu'on a des logements saisonniers ou des logements touristiques qui sont concernés. Avec une différence quand même, c'est que ce qu'on souhaite faire avec la rénovation des logements, c'est lutter contre la précarité énergétique des gens qui les habitent. Quand on est dans un logement touristique, on n'est pas en précarité énergétique quand on passe une semaine de vacances au ski. Néanmoins, il faut quand même travailler sur le sujet et les rénover. C'est un sujet complexe parce qu'on a des grosses copropriétés, il faut que tout le monde soit d'accord, etc. Ce qu'on a demandé, c'est du temps. Le gouvernement, au mois d'octobre, a annoncé qu'à partir de janvier, il refuserait la location de ces meublés. Ça peut représenter 50-60% du parc dans certaines stations, donc c'est un enjeu majeur. On a obtenu qui décale les choses. Bien sûr qu'il faut travailler dessus, mais il faut donner du temps, peut-être créer des outils pour faciliter aussi la réhabilitation de ces logements. Il faut y travailler, mais il faut qu'on ait du temps et surtout qu'on a pu éviter le couperet du 1er janvier. Un sujet qui résonne beaucoup, c'est la crise énergétique. Alors, certaines stations ont des contrats qui perdurent. Cette année, ça va plutôt bien se passer pour elles, mais d'autres souffrent déjà et ça risque de prendre encore plus de conséquences dans les mois à venir. Oui, alors là aussi, c'est un sujet qui touche tout le monde, la crise énergétique, toutes les activités économiques, et particulièrement la montagne, parce que oui, les remontées mécaniques, l'activité du ski, c'est quand il fait froid et c'est la journée. C'est pas comme votre machine à laver que vous pouvez faire tourner la nuit et la couper la journée. Les remontées mécaniques, c'est au moment où tout le monde en a besoin. Donc on a des particularités. Vous l'avez dit, certains sont encore protégés par des contrats à plus long terme. Ils prendront une hausse quand même de 7 à 15% maximum. Mais on a fait un diagnostic avec l'association des stations de montagne. On a aujourd'hui des stations qui ont dû signer à 600%, 800%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ouvrent à perte. Donc on cherche des solutions, comme pour toutes les autres entreprises, sans oublier les restaurateurs, les hébergeurs, les boulangers, tout ce qui fait l'écosystème, qui vivent aussi avec des particularités. Les stations qui sont gérées parfois en régie, les collectivités peuvent avoir des aides, mais les régies pas forcément. Donc là, comme on l'avait fait pendant le Covid, on essaye d'identifier les problèmes récurrents liés notamment à notre particularité d'activité montagnarde pour essayer de trouver des solutions pour la majorité des gens concernés. On parle rapidement du projet de loi de finances 2023 avec 2 actions, l'amendement sur le fonds de compensation de la TVA et puis l'amendement sur la taxe d'aménagement, en quelques mots. La loi de finances, c'est le budget finalement. Et dans le cadre du budget de l'État, moi je me suis battu sur un certain nombre de dispositions. La taxe d'aménagement, c'est un peu technique, mais voilà, on a obtenu une victoire qui a permis en gros de ne pas mettre les communes sous la coupe réglée des intercommunalités, puisqu'on voulait que les intercos prennent la taxe d'aménagement à la place des communes. On a eu quelques victoires sur la dotation d'intercommunalité, les communes nouvelles, des sujets un peu techniques, mais ça permet de se sentir utile, même si c'est précis, et de faire passer un certain nombre de dispositions. Sur la TVA ? Et sur la TVA, moi, c'est un peu mon combat depuis l'été dernier. En fait, ça concerne les aménagements de terrain. Aujourd'hui, les communes ne récupèrent plus la TVA sur tous les travaux d'aménagement de terrain. C'est une nouvelle disposition depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc on se bat là-dessus parce que ça renchérit tous les coûts pour les communes, donc derrière la commande publique et les aménagements. Ça concerne aussi bien les aménagements de pistes de ski, mais de terrain, faire un stade, faire une véloroute, un aménagement, un parking, des aménagements pour la biodiversité ou dans la forêt. Tout ça est concerné. Et donc là, je me suis battu avec une première victoire au Sénat, à 2 reprises, mais on a voté à la quasi-unanimité la 2e fois au Sénat. On aurait eu une majorité avec l'Assemblée nationale pour faire passer cette disposition. Malheureusement, on a subi le 49-3, et donc le gouvernement a pris la responsabilité, malgré l'accord de la majorité des parlementaires, de ne pas retenir cette disposition.
Un autre sujet qui vous touche particulièrement, parce que vous êtes un ancien maire des Échelles, c'est le rôle de secrétaire de mairie. Là-dessus, vous voulez vraiment donner un statut. Expliquez-vous. Oui, alors là aussi, c'est un peu j'allais dire, la conséquence de constatation de terrain. On a de plus en plus de difficultés à recruter des secrétaires de mairie dans nos communes, et notamment dans les communes les plus rurales. Le secrétaire de mairie, c'est un poste essentiel aux côtés du maire, c'est lui qui fait tourner la boutique au quotidien. C'est un poste qui devient de plus en plus technique, donc il y a un besoin de formation, un besoin de reconnaissance. Et donc aujourd'hui, je vais mener une mission au nom de la délégation aux collectivités du Sénat dans les prochains mois, pour faire aussi des propositions pour favoriser le recrutement de ces secrétaires de mairie, sur leur formation, sur leur statut. Aujourd'hui, elles n'ont pas de statut, donc sur la reconnaissance. Et peut-être aussi en m'inspirant d'un travail qu'on a mené déjà depuis mon élection, depuis 2 ans, avec le centre de gestion, où un certain nombre d'initiatives ont été prises, plutôt très bonnes et très favorables. Et donc, je pense qu'on va essayer de s'en inspirer aussi pour essayer de faire avancer la cause des secrétaires de mairie. C'est un métier de back-office, mais qui est essentiel à la vie de nos territoires. On va parler tourisme et vie quotidienne avec la Via 5 Lacs. Vous êtes le référent pour la région sur une partie qui vous concerne directement. Ce qu'on appelle la Via 5 Lacs, c'est une véloroute immense qui part du lac Léman jusqu'au lac de Paladru, en passant par Annecy, le Bourget-du-Lac et Aiguebelette. Il faut négocier sur les tracés, j'imagine, un petit peu. Voilà, donc là, on est dans les derniers ajustements pour savoir où on va la faire passer et faire le choix des tracés. Ça sera un équipement, une infrastructure qui fera un peu l'image de notre territoire et qui sera utilisée aussi bien pour des mobilités quotidiennes que pour aller découvrir des paysages et avec une vraie visée aussi touristique. Pour terminer, vous vouliez parler de la politique proprement dit, où il faut un peu du temps au temps pour mettre les choses en place sur des gros dossiers qui sont le Lyon-Turin, qui nous touche particulièrement, la politique de l'eau ou encore l'aménagement du territoire et des espaces. L'avenir, il se décide dans le présent. C'est les décisions qu'on prend aujourd'hui qui auront des conséquences sur ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On l'a vu sur la politique énergétique. La situation qu'on connaît aujourd'hui d'inflation liée à la crise énergétique, elle est liée en partie à la guerre en Ukraine et en grande partie à des décisions politiques qu'on a prises depuis les 10 dernières années, notamment sur les choix stratégiques en matière nucléaire. On a devant nous des sujets de la même importance. La gestion de l'eau. La gestion de l'eau, c'est le sujet majeur des prochaines décennies. Si on prend les bonnes décisions aujourd'hui, on aura de l'eau demain. Si par contre, comme on l'a fait sur la politique énergétique, on repousse les décisions, ou alors on se couche devant un certain nombre d'idéologies ou de dogmes sans penser à notre avenir stratégique, alors on fera des erreurs majeures. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est Steve Jobs qui disait ça, il faut pas faire ce dont les gens ont envie, mais ce dont les gens ont besoin. On a besoin d'énergie. Bien sûr qu'on aimerait qu'il n'y ait plus de nucléaire, qu'elle vienne toute seule. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que sans le nucléaire, on n'a pas d'électricité. On révise la copie, en effet. Sur l'eau, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a de l'eau. Il pleut autant qu'avant. Il n'y a pas moins de précipitations qu'avant. Par contre, on sait que dans les prochaines décennies, il pleuvra entre 16 et 23% de moins sur la période estivale. C'est une étude qui dit ça. Et plus au printemps. Il suffit qu'on sache gérer l'eau, qu'on la stocke quand il y en a trop, pour l'utiliser quand il n'y en a pas assez. Ça paraît simple comme ça. Après, il y a beaucoup d'autres solutions pour avoir une politique de gestion de l'eau stratégique, mais sortir du dogme pour dire... On a l'impression aujourd'hui qu'il faut économiser l'eau. L'eau qu'on économise aujourd'hui, c'est celle qu'on aura demain. C'est pas vrai. L'eau que vous économisez aujourd'hui, elle part à la mer. Vous n'en aurez pas plus demain. Il faut la stocker quand elle tombe pour la réutiliser quand on en a besoin. Ça fait partie des idées simples. Aujourd'hui, il est toujours temps d'avoir une vraie vision stratégique. Je pense que le gouvernement n'a pas encore ça en tête. Sinon, dans 10 ans, on manquera d'eau, on manquera de produits agricoles et on aura une situation qui sera catastrophique au même titre que ce qu'on connaît sur l'énergie. Vous sont toujours aussi déterminés, Cédric Vial? Toujours autant, oui. Je pense que c'est, encore une fois, la raison d'un engagement, c'est de préparer l'avenir, c'est d'être utile. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Parler du Lyon-Turin, on aurait pu en parler aussi, et des décisions qui vont être prises dans les prochains mois. À force de toujours repousser, on passe à côté des rendez-vous. Je pense que notre rôle, c'est d'être présent aux rendez-vous importants et que dans 20 ans, dans 30 ans, quand on regardera nos petits-enfants ou nos enfants dans les yeux, on n'ait pas honte de ce qu'on a fait quand on était en capacité de faire. Action, réaction. Ouais. Merci beaucoup, Cédric Vial. Merci d'être Laurent. venu sur le plateau de Savoie News.